Bienvenue à tous sur cette 5e vidéo qui portera sur l'Acte d'Union de 1840, dont j'ai déjà commencé à évoquer les causes dans la précédente vidéo sur l'Acte constitutionnel de 1791. Je vous invite d'ailleurs à la consulter si vous voulez vous informer sur ce qui cause la création de l'Acte d'Union de 1840 plus en profondeur. Donc, nous avions vu qu'en 1834, les Patriotes et les Canadiens français se révoltaient, principalement parce qu'ils n'étaient pas vraiment représentés par le gouvernement, les conseils législatifs et exécutifs n'étant pas élus, mais désignés par des représentants de la couronne. Toute cette agitation forcera donc le gouvernement de Grande-Bretagne à envoyer quelqu'un en 1838, Lord Durham en l'occurrence, qui devra évaluer la situation du Bas-Canada et trouver des solutions. En 1839 sort son rapport, le fameux rapport Durham. Dans ce rapport, il définissait deux problèmes: l'existence de deux ethnies et la présence de conseils non élus, mais d'assemblées élues. Il proposera donc des solutions, dont trois principales. Premièrement, augmenter l'immigration anglophone pour assimiler les francophones et unir les deux Canada pour assimiler les Canadiens français encore une fois. Finalement, il proposait d'instaurer le gouvernement responsable, les conseils et les assemblées étant maintenant élus, il considérait qu'il n'y aurait plus de conflit entre les deux importantes entités. En 1840, le gouvernement britannique crée donc l'Acte d'Union dont les fondements viennent des deux premières solutions proposées par Durham. Le but de la Constitution était donc d'assimiler les Canadiens. Pour ce faire, on fit ce que Durham proposait. On augmenta l'immigration anglophone et on fusionna les deux territoires pour créer le Canada uni. On fusionna aussi les deux structures politiques. La moitié des députés de l'Assemblée seraient maintenant anglophones et l'autre moitié francophones. Toutefois, on n'accepte toujours pas de laisser la colonie à elle-même jusqu'en 1846, où le gouvernement anglais change, instaurant le libre-échange et abolissant les Corn Laws dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Les politiques du gouvernement britannique changent donc, et en instaurant le libre-échange, on préconise une autonomie économique presque totale. 2 ans plus tard, on accorde donc le gouvernement responsable à la colonie. Après l'avoir rendue autonome économiquement, on la rend totalement autonome. Ce qui semble logique, surtout que les députés des deux Canada, autant anglophones que francophones, se battaient encore pour obtenir cette autonomie. En 1848, le gouvernement responsable est donc accordé à la colonie, dont les conseils seront enfin représentatifs de la population. Toutefois, cela signifie aussi qu'ils perdent leur alliance économique avec la Grande-Bretagne, ce qui est un grand désavantage, cette alliance ayant permis à la colonie de se développer. Ce n'est qu'en 1854 qu'ils signeront un traité de réciprocité avec les États-Unis. Cet allié aussi apporta son lot d'avantages et de développement. Par exemple, au niveau des transports, l'exportation vers la Grande-Bretagne avait permis le développement des canaux et des transports maritimes. L'exportation et les échanges avec les États-Unis, eux, vont permettre le développement du chemin de fer, ce qui deviendra crucial dans le futur. Toutefois, en 1864, 10 ans plus tard, les États-Unis refusent de signer de nouveau le traité. De plus, depuis la guerre de 1812, une peur d'invasion s'est immiscée dans les esprits des Canadiens qui ont tendance à se méfier des États-Unis. La Grande-Bretagne, pour sa part, applique toujours le libre-échange. Les deux Canada vont donc devoir devenir autosuffisants. En 1867, ils se joignent donc au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse pour fonder une confédération. Et c'est là que s'arrête le régime britannique.